Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Justement, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Martin, directeur qualité des laboratoires Merck à Serono, à Aubonne. Bienvenue. Alors, je laisse vous installer. J'ai le micro, je tourne les slides. Volontiers. Oh, merci. Et puis, je vais juste faire, si vous voulez prendre ce micro-là, je vais juste faire la petite introduction. Donc vous avez l'honneur de nous partager aujourd'hui votre retour d'expérience sur un projet d'application de l'intelligence artificielle permettant de simplifier la prise de décision qualité. Et vous avez développé ce projet en partenariat avec l'IDIAP et vous allez nous en dire plus sur les enjeux et applications de l'IA dans la production pharmaceutique industrielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine. Merci à l'IDIAP aussi pour nous accueillir aujourd'hui. Micro plus près. Très bien, sans problème. Merci beaucoup. Merci à l'IDIAP donc, et à Alpacity de nous accueillir aujourd'hui. Donc Christophe Martin, j'ai 49 ans. Je travaille dans la production pharmaceutique maintenant depuis environ 24 ans. Mon premier ordinateur, c'était un Apple II. C'était en 1982. Je vous passe les détails. Je ne faisais pas de l'IA à l'époque avec ça. Il faut bien d'autres micros. Donc je disais donc, mon premier ordinateur en 1982, c'était un Apple II. On ne faisait pas d'intelligence artificielle à l'époque avec cela. Mais j'ai pu, effectivement, il y a une trentaine d'années, me frotter à l'IA grâce à ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts. Donc j'ai connu effectivement les développements de l'IA dans l'industrie. Et je vais vous parler plus précisément aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie traditionnelle, avec des codes, avec effectivement ses traditions, et donc parfois ses complexités. Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Notre monde, depuis maintenant 15-20 ans, a complètement changé. Le monde des affaires a changé plus vite que nos capacités d'apprentissage. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a 15-20 ans, on faisait tous des budgets d'une année sur l'autre qu'on arrivait à peu près à respecter, qui nous permettaient finalement de nous projeter sur des projets que l'on gérait avec des gens qui étaient budgétés et on arrivait à peu près à tenir nos engagements. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand vous faites un budget, vous le faites de plus en plus tôt dans l'année précédente. Et de toute façon, vous allez mettre à peu près 3 à 6 mois pour construire un budget qui, à la première semaine de l'année suivante, sera faux. Vous n'arriverez pas à délivrer vos objectifs dans les temps. Les systèmes informatiques que vous allez mettre en œuvre ne vont pas marcher du premier coup. Vous allez être en hypercare pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que les événements qui sont la globalisation de nos affaires et les événements qui vont arriver pendant tout ce projet vont faire que de toute façon, vous devez être extrêmement flexible et vous remettre en question à longueur de temps. Cette histoire du changement, j'en parle un petit peu parce que c'est un gros impact en fait sur la digitalisation et l'utilité de l'intelligence artificielle dans la pharmacie. Et j'en parle notamment grâce à une personne qui s'appelle Christophe Gillet, qui est formateur à l'INSEAD en France et plus précisément au CEDEP, qui est un centre de développement des leaders. Il a théorisé en fait ce qu'il lui appelle l'ancien et le nouveau monde. À partir du moment en fait où la vitesse des changements et donc la quantité d'informations que nous avons à gérer dans nos petites têtes, la quantité d'informations dépasse nos capacités cérébrales. Nous sommes dans le nouveau monde, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. On a parlé du Covid, on pourrait parler du changement climatique. Tous ces changements-là complexifient énormément notre travail, notre vie quotidienne, mais aussi notre travail. Je vous engage, pour en savoir un petit peu plus, à aller sur le site de Christophe Gillet, pour ceux que ça intéresse. C'est sa photo en bas à droite. Il a décidé de changer lui aussi et de ressembler à la princesse Leia. Mais c'est simplement pour nous provoquer un petit peu et pour montrer que le changement peut apparaître dans différents domaines. En tout cas, ce qu'on constate quand on travaille dans l'industrie, c'est que les situations sont de plus en plus complexes et volatiles, que les gens souffrent de surcharge cérébrale par moment, et notamment les jeunes, qui ne se doutent pas, après leurs études, rencontrer cela. Et il est de moins en moins possible de prédire notre avenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et finalement, on doit surtout maintenant décider de notre avenir et de faire en sorte que grâce à la flexibilité et à l'intelligence collective, l'avenir soit le scénario le plus probable. L'avenir que nous avons décidé soit le scénario le plus probable. En parallèle de cela, à partir de 2006, l'industrie pharmaceutique nous a donné une autre injonction. Quand je dis l'industrie pharmaceutique, je dois préciser que ce sont les agences réglementaires. Là, je parle de la FDA et de l'agence européenne, qui nous ont demandé, à tous les labos pharmaceutiques, d'accélérer notre surveillance des données et des informations, de suivre en continu les tendances. Tout ce que vous avez sur la droite, ce sont des extraits de textes réglementaires qui nous sont imposés. Donc les agences réglementaires, par exemple en Suisse, Swissmedic, s'attend à ce que nous soyons en adéquation avec ce qui est écrit. Nous devons collecter de plus en plus de données à partir de la surveillance, de la mesure et du traitement des plaintes ou des autres activités. On doit analyser les données,
notre approche du système qualité doit exiger que les analyses de tendance soient plus fréquentes en fonction du risque. Et on doit tout ceci doit permettre de détecter les problèmes potentiels le plus tôt possible. Donc, je vous ai dit juste avant que notre monde se complexifie, qu'on ne peut plus rien prédire, mais en parallèle, les agences réglementaires qui nous gouvernent nous demandent, elles, de prédire et nous-mêmes nous l'exigent. Donc, on a une double injonction qui est probablement contradictoire, qui sont contradictoires entre elles, qui font que notre métier se complexifie et devient pratiquement impossible sur le terrain. L'industrie pharmaceutique, avant 2008, donc dans l'ancien monde de Christophe Gillet, c'était une industrie très faiblement digitalisée. Les équipements étaient très peu connectés. Concrètement, on savait faire un peu de statistiques, mais ça se faisait principalement sous Excel. Sur le terrain, dans les ateliers de production, les cartes de contrôle étaient manuelles, les dossiers de l'eau étaient papier, ils le sont pour certains encore aujourd'hui, et la plupart des systèmes qualité étaient papier. C'est-à-dire qu'on gérait les événements qualité, les plaintes, marché, la gestion de la documentation était papier, les dossiers de l'eau étaient papier. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, pour un médicament stérile que vous allez fabriquer en gros en une journée, vous allez générer à peu près 400 pages de papier. Okay, c'est un dossier de l'eau aujourd'hui, c'est à peu près ça, c'est 400 pages. Et vous allez le faire à peu près, bon an, mal an, 300-400 fois par an. Donc juste un simple suivi de production, vous allez générer des dizaines de milliers d'informations, et à l'époque, c'était tout papier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous l'avez tous vécu aussi depuis ce temps-là. C'est que du fait de la complexification du business et d'autre part de l'injonction des agences réglementaires, l'industrie pharmaceutique s'est fortement digitalisée et aujourd'hui c'est un véritable feu d'artifice. Pratiquement tous nos processus, notamment les processus qualité autour de la production des médicaments, sont digitalisés. Nous utilisons des data lakes, des data warehouse, des clouds, tout ce que vous voulez. Nous utilisons du dashboarding, du data mining, tout ce que vous voulez, sauf de l'IA. C'est bien difficile donc de travailler dans ces conditions-là, puisque nous avons des ingénieurs, des pharmaciens, des chimistes, des biologistes qui passent leur temps à extraire des données de ces systèmes pour en tirer des tendances et faire des analyses de tendances avec leur cerveau, avec leurs yeux, ce qui est pratiquement impossible. Donc qu'est-ce qu'on a? On a énormément de données qui sont stockées, qui sont exploitées aujourd'hui par des êtres humains à la main, à l'ancienne, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on tire très peu de connaissances et de pertinence de ces analyses. Pour le dire différemment, le monitoring des systèmes qualité avec de l'IA est une opportunité gigantesque. L'application du data science, par exemple, à la gestion des déviations, c'est-à-dire des événements de production qui peuvent avoir un impact sur la qualité, c'est une véritable opportunité où on va pouvoir économiser des heures énormes et surtout repositionner nos ingénieurs, nos pharmaciens, nos biologistes sur des activités à véritable valeur ajoutée, des activités beaucoup plus créatrices qu'aujourd'hui. Je vous ai listé les quelques systèmes qualité que nous avons dans l'industrie pharmaceutique pour lesquels l'IA aurait une plus-value. On peut citer les réclamations marché. Aujourd'hui, nous recevons effectivement des réclamations. La très grande majorité ne sont pas dues à la qualité de nos produits. Ce sont des réactions de patients, pas forcément des réactions médicales, mais des réactions de patients ou de personnel de santé qui ne savent pas forcément bien utiliser nos produits, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. Ça a à voir avec leur formation, avec la discussion qu'ils peuvent avoir avec leurs médecins. Et donc, les enquêtes que l'on réalise dans les usines de production aboutissent en général à absolument rien. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des ingénieurs qui analysent ces réclamations marché qui sont sans utilité véritable pour améliorer la qualité du produit? La réponse est non. Et je pense qu'un outil d'intelligence artificielle devrait les aider à accélérer ces investigations et à se positionner plutôt sur les choses qui font du sens pour l'amélioration de la qualité des produits. Je vais directement à la gestion des fournisseurs. La globalisation de nos activités, on l'a vu plus récemment le Covid et tout un tas d'autres choses, a fait que il est très difficile aujourd'hui de gérer des fournisseurs dans l'industrie et dans l'industrie pharmaceutique plus particulièrement. Nous avons des problèmes avec nos fournisseurs de manière constante et ça crée des grosses disruptions dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est très compliqué. Nous avons des datas dans tous les sens. Par exemple, les fournisseurs nous notifient de leurs propres changements pratiquement tous les jours à cause des difficultés qu'ils ont eux-mêmes à s'approvisionner. Et nous, on doit effectivement évaluer ces changements en ce qui concerne la qualité de nos produits. Est-ce que ça a un impact ou pas sur la qualité des médicaments? Doit-on revoir complètement la façon dont on fabrique le médicament? Ce sont des informations qui sont cruciales, mais qui nécessitent aujourd'hui des êtres humains qui lisent des emails, des rapports venant de fournisseurs, et on passe à côté d'informations qui sont cruciales. Et par contre, la plupart des informations sont inutiles aussi. Est-ce que l'IA pourrait être utile? Oui.
Ça nous permettrait d'accélérer et de l'évaluation de ces données fournisseurs et de ces changements fournisseurs, pardon, et de focaliser notre attention et nos ressources sur ce qui fait encore une fois du sens. On peut parler ensuite de la libération prédictive via le monitoring des procédés. Ce sont deux choses qui vont de pair. Aujourd'hui, les lots sont libérés, c'est-à-dire évalués pour une utilisation sur le marché par des êtres humains. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, la quantité de données pour faire ça est gigantesque. Et ça prend du temps, c'est compliqué. Et souvent, ça fait appel à des données qui sont sur différents sites. Vous avez les données qui viennent du site qui a fabriqué le principe actif, les données des fournisseurs, le fournisseur par exemple du flacon en verre dans lequel vous allez mettre le médicament, les données qui concernent la fabrication du médicament lui-même, etc., plus les données de laboratoire. Ce sont donc les 400 pages, il faut les revoir, mais il faut les revoir aussi pour le principe actif. On est sur plusieurs milliers de pages en réalité. Concrètement, est-ce que c'est bien nécessaire d'attendre la fin de la fabrication pour se positionner sur toutes ces datas? Non, mais aujourd'hui, vu que ce sont des données, des revues qui sont faites par l'humain, c'est ce que l'on fait. Donc l'idée, ce serait plutôt d'avoir du monitoring en continu de nos procédés et de pouvoir prédire la qualité de nos produits à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. J'avance un petit peu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est passé quand même des cartes de contrôle manuelles dans les ateliers de production à ce qu'on appelle les décisions qualité augmentées grâce à l'intelligence artificielle. On a quand même fait un petit pas, mais l'idée quand même demain, c'est de pouvoir prédire en temps réel la qualité de nos produits et d'anticiper les problèmes, notamment en identifiant des tendances qui sont invisibles aujourd'hui par l'être humain, en cross-référençant les données pour enrichir l'analyse, ce que l'être humain aussi a du mal à faire. Ça nous permettra de réduire les temps de réaction et au final d'anticiper les problèmes qualité. Un exemple concret qu'on a développé, c'était un logiciel qui s'appelle AIDA, qui est en production depuis à peu près cet été chez Merck Serono sur le site d'Aubonne, que nous avons développé grâce au laboratoire de l'IDIAP et à une étudiante en master en fait, qui a fait son master pendant 18 mois chez nous. AIDA, Artificial Intelligence for Deviation Assessment. Comme je vous le disais tout à l'heure, les déviations, ce sont des événements non planifiés qui ont lieu durant la production d'un médicament et qui peuvent avoir un impact potentiel sur la qualité et donc sur la sécurité des médicaments. Aujourd'hui, AIDA nous permet de prédire la criticité d'un incident, d'une déviation, en interprétant sa description textuelle. Donc à partir de la réponse à des questions comme comment ça s'est passé, où, quand, pourquoi, etc., donc du texte en français ou dans la langue que vous voulez, AIDA nous permet de dire si l'événement est critique, majeur ou mineur. C'est un simple exercice de classification. D'un point de vue intelligence artificielle, ce n'est pas révolutionnaire. Par contre, pour nous, ça nous aide énormément parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était fait par l'être humain et qui était très compliqué. Il peut y avoir des débats. Je vous donne à tous la même description d'une déviation et on aura autant d'évaluations qu'il y a de personnes dans l'Assemblée. Donc ça fait appel quand même à des gens qui sont expérimentés et bien souvent, en fait, par principe de précaution, les déviations étaient surévaluées. C'est-à-dire que les déviations qui sont mineures étaient surévaluées en majeures, ce qui nous, d'une certaine manière, dépensait énormément de ressources pour les investigations. Et au passage, nos ressources étaient tellement préoccupées à investiguer les déviations majeures qu'elles ne voyaient pas les déviations critiques. Et c'est ça le plus dangereux, c'est-à-dire que des événements qui nécessitent qu'on arrête les opérations, qu'on mette éventuellement nos inventaires à la poubelle et que l'on redémarre dans des conditions propres, ces événements-là étaient rarement identifiés correctement. Donc ça, c'est spécifique à la pharmacie. On pourrait en trouver aussi, on pourrait effectivement l'appliquer dans d'autres domaines. Pour information, nous avons fait un calcul avec mes équipes. AIDA nous permettrait d'économiser jusqu'à 12 000 heures de travail que l'on pourrait réinvestir pour le développement du prochain outil d'intelligence artificielle. Je vous parle maintenant, ça c'était chez Merck Serono, je vous parle maintenant d'autres réussites de l'intelligence artificielle dans l'industrie pharmaceutique. Ce sont des choses qui ont publié, ce sont d'autres sociétés. Takeda au Japon, qui aujourd'hui est capable de prédire la qualité de ces biomolécules via le monitoring de ces bioréacteurs. C'est quelque chose qu'ils ont sorti, je crois, il y a 2-3 ans. Et je veux vous parler d'Amgen rapidement, parce qu'Amgen est un des rares laboratoires qui a mis en place un groupe qui s'occupe spécifiquement d'intelligence artificielle et qui aide au quotidien toutes les usines et tous les départements qualité à faire du data science. Donc pour tous les systèmes qualité que je vous ai montré tout à l'heure, Amgen est un des rares laboratoires au monde à avoir mis de l'intelligence derrière. Les enjeux, quels sont-ils? En réalité, ce sont des enjeux de mise à disposition des médicaments
auprès des patients. Je vais donner les chiffres à droite là, en Suisse. En 2019 et 2020, il y a eu grosso modo entre 150 et 200 problèmes de livraison de médicaments dans les hôpitaux ou dans les pharmacies. Pour des raisons qui sont principalement des raisons qualité. 60-70%, ce sont des raisons, alors je vois problème d'emballage, problème de distribution, problème de qualité, etc., etc. En réalité, quand on dit problème d'emballage, c'est un problème de qualité de l'emballage. Problème de distribution, c'est problème de qualité de la distribution, c'est-à-dire que le médicament, par exemple, n'a pas pu être conservé dans les bonnes conditions. Problème qualité, c'est très clair. Pénurie de principes actifs, ça c'est encore autre chose. C'est probablement pour des problèmes qualité. Problème technique, c'est un problème technique qui avait un impact sur la qualité, je peux vous l'assurer, etc., etc. Donc en réalité, les enjeux pour mieux maîtriser la qualité, mieux maîtriser les procédés de la production des médicaments, c'est un enjeu de santé publique. C'est parce que ça doit nous permettre de mieux mettre à disposition les médicaments dans les pharmacies. Donc l'application de l'IA, moi ce que j'en attends demain, c'est qu'elle s'applique à l'approvisionnement en matières premières. Le Covid nous a montré que c'était très difficile maintenant de s'approvisionner. Vous l'avez entendu comme moi, on n'a plus de bois, on n'a plus d'acier sur certains chantiers. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est pareil. On n'a plus de verre pour faire nos flacons en verre. On n'a plus de plastique pour faire nos poches souples et nos filtres. Donc l'approvisionnement en matières premières nécessite effectivement une gymnastique quotidienne qui bénéficierait bien entendu des bénéfices de l'IA. Les procédés de fabrication, la qualité des produits, nous en avons parlé. Ce sont des choses, ce sont des processus qui nécessitent énormément de données, l'analyse d'énormément de données et l'intelligence artificielle a toute sa place. La chaîne de distribution des médicaments, n'en parlons pas. La flexibilité que l'on nous demande aujourd'hui au quotidien est terrible. Je pense qu'il y a 20 ans, les changements de distribution, par exemple, quand on conditionne un médicament dans une usine pharmaceutique et qu'on a un changement de dernière minute, grosso modo, c'était un horizon 4 à 6 semaines. Aujourd'hui, c'est à la semaine. C'est-à-dire que quand on démarre un planning de production sur une semaine, je peux vous assurer que sur la cinquantaine, soixantaine de process orders que l'on a à faire, il y en a une bonne dizaine qui vont complètement changer. Pourquoi ? Parce que les pays qui nous commandent ces médicaments ont des changements eux aussi, auxquels ils doivent faire face. Et c'est d'une certaine manière des disruptions qui nous arrivent tous les jours. Et on doit effectivement changer toutes ces choses-là. La chaîne de distribution est compliquée aujourd'hui aussi du fait de la complexification des affaires, mais aussi de nouvelles exigences réglementaires et l'arrivée aussi ce qu'on appelle les BRICS. Donc les Brésil, Russie, Inde, Chine, qui ont des nouvelles exigences et qui aussi commandent énormément de médicaments. Là où je voulais en venir, et je l'ai sauté, mais parce que je vous en parlais en dernier, c'est que l'utilisation de l'IA dans la production pharmaceutique et les processus qui la soutiennent va nous permettre aussi d'avoir des employés plus engagés. Aujourd'hui, je fais un plaidoyer un peu pour ça parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous, comme je vous le disais, qui sont un peu déçus parce qu'ils ont encore à faire, tout un tas de choses qui sont sympas, mais ce monitoring des data à la mano, ça ne les ravit pas. Et on en voit beaucoup finalement qui se reconvertissent, non pas dans l'IA, mais qui se reconvertissent pour devenir boulanger, pour devenir pâtissière, pour devenir naturopathe. Et c'est bien dommage parce qu'on a besoin d'eux pour la production de médicaments de demain. Je pense que je suis arrivé au bout du temps. Je vois Delphine qui me fait des signes. Je voulais, avant de terminer, je voulais remercier les artistes qui ont développé AIDA. Michel Megueb, qui était donc l'étudiante de l'IDIAP, qui a travaillé chez nous pendant 18 mois, qui a développé, avec l'aide des laboratoires de l'IDIAP, donc l'algorithme d'AIDA. Marco, qui est au téléphone, qui est en streaming, qui est sur Zoom, et qui a été le chef de projet, ainsi que Caroline Bonnefond, qui a aidé, qui a été plutôt le côté métier. Donc ces 3 personnes ont été les chevilles ouvrières d'AIDA et ils travaillent déjà sur le prochain outil. Voilà, je vous remercie, j'ai été très vite, je sais. Et je laisse la place maintenant à Tony Germini. Tout à fait. Comme ça, la transition est faite. Merci beaucoup. Merci.